le premier type de questions, c'est ce que j'appelle les questions métaphysiques. Et les questions métaphysiques, c'est des questions pour lesquelles la physique est impuissante, la physique ne peut pas y répondre, mais qu'on est obligé de poser quand on fait de la physique. C'est des questions qui germent naturellement dans l'esprit d'un physicien, qui s'interroge sur sa discipline, sur la portée des résultats qu'il obtient, sur sa façon de travailler, sur les outils qu'il utilise, sur les découvertes qu'il fait, etc. C'est des questions métaphysiques. Je vais en donner 3 ou 4 pour que vous compreniez de quoi il est question. Première question, pourquoi les physiciens font-ils des mathématiques? Est-ce qu'on est capable de comprendre d'où vient ce que les philosophes appellent l'efficacité des mathématiques en physique? Alors, je pense que vous avez fait suffisamment de physique pour comprendre que la physique, ce n'est pas simplement une sténographie de la réalité, qu'il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la physique qu'on a pu faire des prédictions concernant l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Vous savez qu'au XIXe siècle, on a prédit l'existence d'une planète pour expliquer l'anomalie des trajectoires des autres planètes. C'est spectaculaire, mais on connaissait déjà les planètes. Donc on a prédit l'existence d'un objet dans une classe d'objets qui était déjà connue. Mais au XXe siècle, on a prédit l'existence du photon, qu'on n'avait jamais vu, du neutron, qu'on n'avait jamais vu, des neutrinos, qu'on n'avait jamais vu, de l'antimatière, qu'on n'avait jamais vu, des bosons intermédiaires qu'on n'avait jamais vus, des quarks qu'on n'avait jamais vus. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir une particule qui s'appelle le boson de Higgs, dont on parle depuis 40 ans, et j'espère pouvoir vous annoncer avant la fin du cours qu'on est en train... Non, je ne m'engage pas, mais enfin... voilà. Au LHC, au CERN, on voit des trucs. Bon. Il serait temps d'ailleurs. Bon. Tout ça pour dire que les mathématiques en physique agissent comme un treuil ontologique. C'est-à-dire, on est capable de prédire des éléments de réalité, appelons-les comme ça, qui n'avaient jamais été observés ou détectés auparavant, à partir d'arguments qui sont mathématiques. Donc il y a une puissance des mathématiques en physique qu'il faut interroger et sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Je vous lis simplement pour que vous compreniez l'enjeu. Je vous lis une phrase qu'on trouve dans un livre de Galilée qui a été publié en 1632, qui s'appelle L'Essayeur. Et c'est là que Galilée écrit une phrase qui est peut-être la plus importante de toute son œuvre, même si lui-même ne l'a pas fait vivre par la suite. Il a simplement ouvert une piste qui sera ensuite reprise par Newton, etc. Voilà ce qu'il écrit. La nature, la vraie, est écrite en langue mathématique, et ses caractères sont les triangles, les cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot, sans lesquels on erre vraiment dans un labyrinthe obscur. Donc, ce que dit Galilée, c'est que sans les mathématiques, on ne peut rien comprendre. Les sensations nous trompent, l'observation nous trompe, j'y reviendrai, et donc si on veut saisir l'essence même des choses, et ne pas se cantonner à décrire les caractères secondaires des choses, la couleur, l'odeur, etc., la forme, il faut utiliser un langage mathématique qui va nous permettre d'accéder à des lois universelles. Et vous avez vu, ou entendu plutôt dans le texte que j'ai lu, que Galilée utilise le mot « humainement », sans lesquels il serait humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Et le problème qui a d'ailleurs divisé les philosophes des sciences par la suite, c'est que veut dire humainement? Qu'est-ce qu'il veut dire par humainement? Dans la suite de son œuvre, il ne le précise pas. Est-ce que ça veut dire que les mathématiques sont le langage de la nature? Et à ce moment-là, le scientifique, c'est-à-dire l'humain qui veut comprendre la nature, doit apprendre ce langage pour pouvoir dialoguer avec la nature. Et à ce moment-là, faire une mesure ou faire une expérience, c'est simplement enregistrer une nature qui est déjà écrite en langage mathématique. C'est un enregistrement passif. Ou bien, deuxième hypothèse, vous considérez que les mathématiques sont un langage humain,
C'est l'homme qui parle ce langage élaboré, qui le structure, qui le construit. Et c'est le langage le plus précis qu'il ait à sa disposition. Et pour pouvoir comprendre la nature, il va obliger la nature à parler ce langage. Et donc il va obliger la nature à cracher des chiffres, des grandeurs, qui font partie de son langage à lui, humain. Et dans ce cadre-là, une expérience, comme le dit Kant, c'est une opération de coercition. C'est-à-dire on oblige la nature à parler un vocabulaire, une grammaire, qui ne sont pas les siennes, qui sont les nôtres, et nous allons en quelque sorte l'obliger, par des stratagèmes expérimentaux, à parler le langage qui nous permet de la comprendre. Et donc vous voyez que ce mot humainement, qui est ambigu, laisse planer un doute sur la localisation des mathématiques. Est-ce qu'elles sont dans la nature? Est-ce qu'elles sont dans le cerveau? Donc on verra qu'il y a des systèmes philosophiques qui essaient de répondre à ces questions, pas de façon complète, mais c'est intéressant une fois dans sa vie, quand on est destiné à faire quand même pas mal de mathématiques, de se poser la question. Et d'ailleurs, cette question pose une autre question qui lui est liée, qui est une question métaphysique, qui est la question du statut des lois physiques. Quel est le statut des lois physiques? Est-ce qu'elles sont dans l'univers? Est-ce qu'elles sont en dehors de l'univers? Est-ce qu'elles sont transcendantes, comme on dit? Ou est-ce qu'elles sont immanentes, c'est-à-dire encodées dans l'univers lui-même? Alors Platon, qui s'était posé cette question, dans un livre qui s'appelle Le Timée, avait résolu le problème en imaginant qu'il y avait deux mondes. Il y a un premier monde qui est le monde des intelligibilités, le monde des idées, si vous préférez, dans lequel l'idée de cercle est présente de façon pure. Toutes les idées géométriques sont là également, l'arithmétique est là, l'algèbre est là, etc. Vous avez un monde qu'on pourrait appeler un monde législatif, un monde abstrait, qui existe indépendamment d'un autre monde, qui est le monde empirique, le monde dans lequel on est, et qui, lui, obéit aux lois physiques écrites dans l'autre monde. Donc les lois physiques sont transcendantes et s'appliquent à l'univers empirique d'une façon qui n'est pas facile à comprendre. Si les lois physiques sont extérieures au monde physique, comment s'appliquent-elles dans le monde physique? Alors Platon se pose cette question et il répond en imaginant ce qu'il appelle un démiurge, qui est un être surnaturel en quelque sorte, qui regarde les lois physiques dans l'univers législatif. Il ne les quitte pas des yeux, parce que s'il les quitte des yeux, il les perd, donc il les regarde en permanence. Et puis avec la main droite, il bricole la matière, ce que Platon appelle la chora, la matière, et il essaie de lui donner une forme qui ressemble du mieux possible aux formes pures et intelligibles. Donc il fait une sorte de copie imparfaite dans le monde matériel du monde intelligible. Bon. Aujourd'hui, on ne croit plus à l'existence du démiurge en question. En tout cas, ce n'est pas un démiurge platonicien. Et donc la question est posée de savoir comment ça marche. Et ce n'est pas une question tout à fait triviale, au sens où quand vous entendez des astrophysiciens vous expliquer ce qu'a été l'origine de l'univers, ils le font tous en invoquant des lois physiques. Lisez par exemple le dernier livre de Stephen Hawking. Il invoque des lois physiques, la théorie des supercordes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la théorie des supercordes a préexisté à l'univers. Ça veut dire que les lois physiques sont transcendantes par rapport à l'univers. Mais si elles sont transcendantes par rapport à l'univers, ça veut dire que l'univers est contingent. Ça veut dire que l'univers aurait pu ne pas être. Et donc il faut expliquer par quel mécanisme des lois physiques qui préexistent à l'univers ont pu engendrer un univers matériel qui obéisse à ces lois. Alors pour le dire de façon peut-être plus concrète, et afin d'être plus sûr d'être compris, imaginons que l'univers a une origine. Ce qui n'est pas prouvé, j'y reviendrai dans la deuxième partie du cours. Imaginons que l'univers a été précédé par du néant. Il n'y a rien, puis tout d'un coup, je ne sais pas comment, l'espace apparaît, la matière, l'énergie, le rayonnement, le temps, etc.
Ça veut dire que dans cet univers naissant, finissent par apparaître les deux premiers électrons. Très bien. Que font les électrons? Vous savez qu'ils ont la même charge électrique, donc ils se repoussent par la force électrique. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que cette loi de Coulomb, la loi de l'électromagnétisme en général, vous l'avez appris à l'école. Mes électrons, les deux premiers, ne sont pas allés à l'école. Et donc la question, ah oui, c'est comment savent-ils, une question naïve, mais en fait métaphysique, c'est comment savent-ils qu'ils doivent se repousser? En une loi en 1 sur R2, enfin je ne vous refais pas le truc. Est-ce que cette loi est encodée dans leur constitution? Est-ce que cette loi est engrammée dans la structure même de l'espace-temps? Est-ce que cette loi est écrite sur un tableau noir? Est-ce qu'ils obéissent à des ordres? Est-ce que cette loi agit sur eux en étant inscrite dans un autre univers que l'univers dans lequel ils sont? Et si oui, comment se produit ce mécanisme? Est-ce qu'ils négocient avec l'univers en lui disant, ben voilà, on a des charges de même signe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, est-ce que tu veux qu'on se repousse, on s'ignore? Bon, ça vous fait rire, mais c'est exactement la question posée. Et c'est une question à laquelle personne ne sait répondre. Les philosophes ont fait des systèmes. Les physiciens considèrent que c'est une question trop difficile, trop métaphysique pour qu'ils puissent l'aborder. Donc c'est une question qui est laissée sans réponse. Mais ce n'est pas parce qu'une question est sans réponse qu'elle ne se pose pas. Et en l'occurrence, elle se pose de façon cruciale lorsque vous vous intéressez à l'origine de l'univers. Bon. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Autre question métaphysique, et puis je m'arrêterai là pour ce premier type de question qu'on abordera. C'est une question dont l'énoncé, là encore, est trivial, mais dont la réponse n'est pas simple. C'est comment savons-nous ce que nous savons? C'est-à-dire comment savons-nous ce que nous savons, notamment ce que nous savons par la science? Bon. Qu'est-ce que c'est que savoir? Savoir, c'est l'idée qu'il y a un sujet connaissant, vous par exemple, et puis il y a des objets à connaître. Alors, pour proposer une théorie de la connaissance, il faut déjà admettre qu'il existe une séparation entre l'objet que vous voulez connaître et vous-même. Si vous pensez que tout ça est lié, qu'il n'y a pas de séparation, que l'univers est un, et qu'il est en fait une sorte de produit de votre conscience, une sorte d'extension de vous-même, la question de la connaissance ne se pose plus. S'il n'y a pas de séparation entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire que l'objet fait partie du sujet. Donc, j'admets qu'il y a une séparation entre le sujet connaissant et l'objet à connaître. Bon. Et je finis par comprendre que mes sens me trompent. Mes sens me trompent sur des tas de choses. Et donc, je ne peux pas leur faire confiance. Et si je ne peux pas leur faire confiance, je dois expliquer par une théorie de la connaissance comment je peux connaître ce qui n'est pas moi. Alors, il y a un philosophe dont vous connaissez le nom qui est Hegel, qui a écrit un grand livre qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit. Et il repose cette question dans l'introduction sous la forme suivante. Il dit « Comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi ?» Alors ce qui est en soi, c'est-à-dire que, par exemple, cette bouteille, elle a des propriétés qu'elle possède par définition en propre. Elle a un volume, elle a une couleur, elle a une forme, etc. Ces propriétés sont des propriétés de la bouteille et non pas de moi. Et donc comment ce qui est en soi peut-il être pour moi? Comment je peux connaître cet objet qui n'est pas moi? Et ça va mobiliser évidemment des structures cognitives, des opérateurs, dont il faudra décider s'ils appartiennent à l'objet. Est-ce que c'est l'objet qui m'envoie des informations, qui remplissent mon cerveau? Est-ce que c'est moi, au contraire, qui possède ces structures cognitives et qui les projette sur l'objet?
voyez, dans le cas, on parlera d'empirisme, dans l'autre cas, on parlera d'idéalisme, et puis il y a toutes les variantes possibles qui disent que les structures sont entre l'objet et le sujet, ou bien un peu dans les deux, ou bien nulle part, enfin, etc. Et donc, c'est une question, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, mais que je trouve passionnante, et qui se posera, même si un jour, on trouve la théorie du tout. Les physiciens disent qu'ils cherchent à unifier les 4 interactions en mettant sur pied un formalisme mathématique qui serait capable de contenir toutes les lois physiques, correspondant aux 4 interactions fondamentales, dont je reparlerai, la gravitation, les forces nucléaires, les forces électromagnétiques. On a une théorie du tout, c'est-à-dire l'équation ou le formalisme qui décrit l'ensemble des phénomènes physiques. Et beaucoup de gens pensent que si cette équation est un jour obtenue, et si on sait que c'est la bonne, alors on comprendra tout. Et je pense qu'on peut défendre l'idée que c'est une illusion, puisque même si cette équation est la bonne, il restera à dire quelle est la théorie de la connaissance qui relie cette structure formelle avec le monde tel que nous le connaissons. Comment est-ce qu'on est parvenu à connaître l'univers grâce à cette équation? Et donc, trouver une équation ultime, ce n'est pas la fin de l'histoire.